Bon, je fais une petite vidéo qu'on est dimanche. Et euh, comme je parlais tout à l'heure de... Je sais pas ce que je disais tout à l'heure, mais... De ce... Que quand on parle, c'est contre la... Finalement, quand je parle, quand j'essaie de faire du discours, des choses comme ça, c'est toujours pour contrer un autre discours. C'est souvent comme ça, mais c'est comme si c'était une manière d'utiliser le discours contre lui-même pour proposer un autre espace dans lequel il n'y aurait pas besoin de discours. Et enfin, en tout cas, là, il y a un truc comme ça, un peu, que j'essaie de chercher. Et là, je regardais donc l'exoconférence de Alexandre Astier. Bon, je vais pas faire une critique du truc, parce que bon... Mais bon, c'est comme assez plaisant à regarder. Bon, c'est marrant parce que je trouve qu'il reprend beaucoup de traits de... Dans le parler, c'est vrai que c'est vraiment... beaucoup de traits de... Merde, je sais plus, de cet humoriste, la polémique, qui est connu pour ses positions un peu racistes et tout, mais qui a quand même une très grande... je sais même plus son nom en tête, mais Dieudonné, qui a quand même une certaine manière de parler, de faire des sketchs aussi, qui sont... Et je trouve que l'attitude est assez proche, en fait, chez Astier, d'ailleurs. Ça a été une espèce de d'indiscipline, de manière de prendre de la place, de se foutre de tout, d'insulter tout le monde, de une certaine manière d'être un peu un connard sur scène, mais un connard assez attachant. Il y a un côté comme ça, en fait, un peu grande gueule. Donc bon, il y a un moment dans le spectacle où... Bon, je trouve que c'est pas... Enfin, on sent quand même que c'est pas... C'est quelqu'un d'assez malin, même d'assez fin aussi. Hein. Mais en même temps, bon, il se met aussi quand même beaucoup en scène, il y a quelque chose de très très... même dans les interviews qu'il faisait et tout, il y avait un côté qui me gênait un peu, même chez Rollin, un petit peu, les gens sont cons, on va les éduquer, quoi. Mais en même temps, on sent que, voilà, quelque part, c'est des gens qui s'investissent, ils sont passionnés, ils sont... Donc ça, c'est assez... je sais pas si c'est assez rare, mais c'est... Bon, ils font ce qu'ils ont à faire aussi. Et bon, il y a un côté, c'est comme si, voilà, il y a un côté, il veut absolument essayer de dire, oh, regardez comment les choses sont bien. Il y a un côté, il y a une sorte de volonté de vulgarisation, mais presque un peu méprisante, en fait. Et du coup, je sais pas trop comment prendre ça, parce que je peux le sentir un peu comme ça des fois aussi, mais je trouve que c'est un peu, je sais pas, je suis un peu embêté aussi. Et en même temps, je trouve ça très bien, comme forme, hein, je trouve qu'il y a quelque chose de... Enfin bon. Bon, ouais. Il y a un moment dans la conférence où il lit un extrait de Pascal. Il est seul avec... Bon, il y a une petite mise en scène où il est tout seul avec une bougie. Et il lit les extraits de Pascal avec cette phrase-là. Donc, les espaces
le silence de ces espaces infinis m'effraie. Et avec cette pensée de Pascal un peu, de se dire voilà, on essaie toujours de... Enfin, en fait, ce qui est à l'origine des choses, c'est d'abord une angoisse, c'est d'abord une angoisse, une sorte de terreur face à l'infini des choses, qui fait que tout ce qu'on fait, finalement, n'a d'importance que relativement. Les choses sont relatives à soi-même, au sens qu'on y met, que en dehors de ce sens-là, il n'y en a pas, et que ce sens-là, il est construit, qu'on essaie de le fuir. Et ça rejoint aussi donc, ce que, dans le bouquin que je lisais sur... donc qui s'appelle les surdoués et les autres, penser l'écart. Oui, bon, ça parle pas vraiment des surdoués, en fait, ça parle complètement d'autre chose. Ça parle du fait que, voilà, d'un point de vue de l'anthropologie, il y a besoin de... J'ai dû en parler, ça, d'ailleurs, mais... On fait un travail, il y a ce qu'il appelle le travail de l'angoisse, c'est que face à un monde qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'autre signification que lui-même, on essaye de construire un sens pour s'en extraire. Enfin, en tout cas, on essaie de le fuir en faisant un travail de l'angoisse et en effectuant une structure en fait qui nous fait fuir cet état originel, mais quelque part qui est aussi un peu faussé, quoi. On construit un récit, mais qui est toujours une fiction, qui n'est jamais qu'une fiction aplaquée sur le réel, parce que le réel, lui, échappe au langage, échappe au récit. Et donc du coup, on fuit le réel en voulant... Enfin, on fuit la non-signification du réel en voulant le signifier, en voulant lui créer un sens. Et donc du coup aussi en s'agitant ou en... Bon, moi j'ai l'impression de vivre ça aussi justement à travers des formes d'addiction. Donc ce que j'essaie de faire justement, c'est essayer d'éviter ça, d'être dans un espèce de repos, de ne pas voir grand monde, de limiter de prendre du temps pour moi, pour faire une sorte d'auto-hypnose, de méditation, pour essayer de me tenir à l'écart de substances addictives et choses comme ça. Donc bon, je prends quand même du sucre et tout, mais bon... voilà, je me dis, j'ai l'impression que finalement, le, ce qui est compliqué en fait, c'est d'essayer d'être dans du vide, de se confronter à un vide et à un vide de sens, qui est aussi un vide de temps en fait. Parce qu'il y a un rapport au temps là-dedans d'ailleurs. Il y avait un article sur Client.info. Le problème c'est que voilà, c'est toujours un peu des questions de temps parce que tout ce que je vois, tout ça, tout ce que j'ai pas, enfin, s'il faut que j'en parle, en fait, j'ai pas le temps de tout documenter. Et je vois beaucoup de choses sur internet, mais c'est dans un flux et j'ai pas forcément le. Ou alors, il faudrait que je note tout, il faudrait que tout ce que je vois sur internet, je le copie tout de suite en lien et que j'ai une sorte de bibliographie instantanée. Je vais peut-être faire ça. Comme ça, j'ai pas à parler d'un truc, mais au moins j'ai le document, quoi. Mais bon, ça fait quand même beaucoup parce que s'il faut que je fasse ça à chaque fois. Mais bon, si je peux faire ça, au moins sur les références internet, je pourrais avoir une infographie qui soit faite en temps réel. Je peux faire ça à partir de maintenant, peut-être. Donc voilà, et puis à côté, écrire un journal, parce que je continue les journaux. Et donc, ça paraît du coup du lien entre le fait qu'il y a des anciens addicts à la cocaïne qui en fait étaient des enfants hyperactifs quand ils étaient enfants. Et qu'en fait la cocaïne pour eux était pas tellement une fin en tant que telle, mais un moyen de réguler une temporalité. Et qu'en fait, il y a un lien très fort entre l'addiction et la temporalité. L'addiction de substances était liée à une manière de réguler la temporalité face à un monde qui est standardisé sur ces rapports-là. Et en effet, c'est vrai que ce qui était amené, c'est que, par exemple, quand on a des addictions donc, qui en fait provoquent des pics de dopamine, en fait ça crée un quadrillage temporel qui fait qu'on va avoir des pics de dopamine qu'on va rechercher, mais qui vont du coup être espacés, et pendant ces espaces-là, on va vouloir attendre, on va désirer en fait l'autre pic de dopamine. Mais du coup, tous les moments ne sont pas au même niveau, mais ils sont tous mis en concurrence les uns avec les autres pour savoir quand est-ce qu'on aura le plus de pics possible de dopamine. Donc c'est une manière de fuir le temps aussi, en fait. C'est une manière de ne pas être dans un instant présent et immédiat
à un contexte intrinsèque, pas grand chose ce que je dis, mais d'attendre une autre... en fait, d'être toujours dans une attente, dans un manque, en fait, d'être dans un manque permanent. Mais ce manque, c'est aussi ce qui empêche d'être dans un vide, en fait, puisque le, euh, le manque appelle un futur qui pourra combler ce manque. Alors que dans un vide, il y a simplement un vide, mais qui est rempli d'air, justement, un vide qui est du libre, en fait, qui est un temps libre, un temps purement libre, mais qui est un temps libre, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et en fait, ce vide fait peur. Alors un manque, il est toujours dans une promesse à remplir. Et voilà quoi. Et en effet, peut-être que dans l'addiction, ce qui fait peur, c'est le vide aussi. Il y a des questionnements enfin, c'est justement c'est que ce vide-là, cet espace libre, en fait, tant qu'il y a du manque, en fait, tant qu'il y a un manque qui se remplit, il est toujours occupé, en fait, il est occupé par un trou. Alors que dans un espace libre, en fait, l'espace libre met à plat les moments pour ce qu'ils sont. Bon, je me perds un peu, mais en fait, ça m'a surpris, en même temps, je trouvais ça assez juste, ce lien entre addiction, entre temporalité. Peut-être que le capitalisme, c'est aussi une certaine temporalité. Alors bon, je mets toujours tout le terme de capitalisme, mais en gros, capitalisme, c'est comme s'il y avait dans les sociétés modernes, on va dire, enfin dans les modes de vie que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, un certain rapport aux choses, au temps, à l'espace, à l'esprit, je sais pas tout ce qu'on veut, et qui s'appelle le capitalisme, et qui entretient un rapport un peu névrosé, on va dire euh, un peu étroit aux choses. Et qu'en fait on pourrait vivre autrement, on pourrait habiter les choses différemment, de manière un peu plus spirituelle. Enfin, en tout cas d'avoir un autre rapport, habiter différemment les choses. Voilà. Ce terme-là il est assez bien. Et bon. Mais du coup ouais, ça pose la question du silence un peu quoi. Et là depuis à peu près une semaine maintenant, depuis à peu près maintenant une semaine, ou 2 semaines peut-être même, on n'a pas trop de cours. Bon, là, je suis quand même sur un projet d'exposition parce qu'on m'a demandé de faire quelque chose, mais bon, ça va, ça là. Enfin, en fait, je limite, j'essaie de limiter vachement les sollicitations. J'essaie vraiment d'être dans un moment où je limite l'ordi. En fait, j'ai tendance aussi de ne pas regarder de pornographie, surtout ça, en fait, et ça, je me rends compte que c'est vachement addictif et que ça a des conditionnements dans mon corps aussi beaucoup. Et en fait, du coup, je me couche tôt, je suis dans une espèce de bonne santé, il y a du calme, et ça me change parce que ça n'a pas souvent été comme ça. Et c'est comme si j'étais justement dans une espèce d'état d'esprit assez particulier, beaucoup plus calme, beaucoup plus lent, et que d'un seul coup, je posais les questions différemment. Et j'étais beaucoup moins angoissé aussi. Donc, voilà. Et en même temps, ça c'est possible que maintenant que je me suis confronté à Shanghai aussi, je crois. Donc, voilà. Et du coup, je sens cet état-là, mais ça fait quand même un moment quand même que je parle de ces questions, enfin, que j'aborde les questions de ne pas faire, donc de Pascal et tout. Même si bon, Pascal je connais pas trop, mais bon, c'est vrai que je crois qu'historiquement, c'est peut-être lui qui a posé un peu ce truc-là, ou on pourrait dire c'est peut-être un peu Diogène, ou bon, une forme de décroissance, mais une sorte de décroissance existentielle, une décroissance du sens en fait, faire décroître le sens, quoi, un peu. Et bon, mais de le faire de manière que ce soit pas angoissant, quoi. Et je crois que j'avais à le faire ici parce que c'est même marrant parce qu'en fait, là depuis le début, les choses que je les filme dans ma chambre. Et je suis tout seul dans ma chambre. Et je disais que justement, j'avais pas formalisé que très clairement tout le dispositif là qui fait. Mais en fait, il y a des choses qui reviennent quand même. Il y a. Je filme en plan séquence avec des caméras. Pour l'instant, il n'y a pas de montage. Ça parle beaucoup par la parole, mais il y a aussi du coup ce qui est filmé aussi des moments un peu d'improvisation. Même bon, la parole est improvisée aussi, hein, mais des moments d'improvisation
de danse ou de musique. J'ai aussi enregistré du son aussi lorsqu'il y avait de la musique, juste du son, pour avoir juste du son. Les enregistrements se font un peu à l'instinct, quand je sens que c'est le moment, je le fais. Quand je sens que j'ai un truc à dire qui me semble bien, ou même des fois quand je sais pas trop, mais bon, il y a toujours un petit peu une impulsion, quoi. C'est toujours à un moment particulier. Et puis c'est toujours tout dans ma chambre aussi. Et je pense que c'est dans la chambre parce qu'il y a un rapport un peu à l'intimité et à une certaine forme de se dire je fais ça, mais dans un cadre un petit peu sécurisé quand même. Il y a une parole qui est sécurisée quoi aussi. Et puis c'est aussi parce que je l'ai sous la main quoi. Ici j'ai l'appareil photo sous la main. Peut-être que si tu as un appareil photo dans l'atelier, quand j'aurai les clés pour l'atelier, je pourrais filmer dans l'atelier. Mais là ça me plaît bien de me dire qu'en fait c'est disponible en fait. Voilà, j'ai un temps qui est disponible et parfois je peux utiliser la caméra pour parler devant elle, mais je capte pas tout, je capte que des sessions qui vont construire un sens au fur et à mesure ou pas. C'est même pas un sens d'ailleurs, je sais pas si c'est du sens que j'essaie de faire. Je crois qu'il y a plutôt l'idée d'une déconstruction du sens en fait, de voir, d'essayer un petit peu, mais tranquillement, de manière lente en fait, d'y aller petit à petit, d'y aller avec prudence. L'action de la prudence elle est importante, en termes de prudence. Mais d'aller prudemment, pas de manière cartésienne, pas de manière ultra formalisée, ultra comme ça, mais en essayant de sentir les choses et en essayant de ne pas les forcer, en essayant de lâcher prise. La question du lâcher prise est importante. Mais pareil, je peux lâcher prise que dans un cadre de sécurité. Et là, le cadre de sécurité, c'est un cadre spatial qui est ma chambre, qui est l'appareil photo, qui donne un cadre. Un cadre temporel aussi, parce que je peux filmer que pendant une demi-heure. Et donc après, je peux relancer après si j'ai envie, mais quelque part, au bout d'une demi-heure, ça m'oblige à me dire est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Et donc ça permet d'avoir un effet de seuil en fait qui va pouvoir conditionner le choix, je crois. Et puis des fois, il y a des contraintes techniques qui fait qu'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de mémoire. Bon là, c'est plus un événement qui va couper court. Mais voilà, il y a des. Après ces choses-là, il faudrait que je revoie les vidéos pour voir en effet qu'est-ce qui a opéré des coupures, qu'est-ce qui a opéré des choses. J'ai pas envie d'anticiper, j'ai pas envie de faire de formaliser en amont, mais plutôt de voir, de nommer un peu après coup, quoi. Voilà. Là pour l'instant, je suis dans un stade où j'essaie de créer de la matière, et puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Il y aura peut-être un deuxième temps de rétroaction. Pour l'instant, il n'y a pas trop de rétroaction. Je m'étais attendu à vouloir faire un truc justement beaucoup plus formalisé, mais en fait c'est bien comme ça aussi. Et il faut plutôt que ça accompagne un mouvement, accompagne un certain état d'esprit. Et là, l'état d'esprit, il est presque dans une forme un peu presque d'hibernation, un peu. Il y a un côté hiver, je trouve. C'est l'hiver, quoi. Et au printemps, ça risque d'être un peu plus explosif, peut-être. Et là, j'apprécie ça, ça me plaît, quoi.
Alors, je vais reprendre John Cage parce que il en parlait, mais bon, en fait ça me fait chier pas John Cage parce qu'il est parce que je le connais pas tant que ça et parce que bon l'image que j'ai de lui c'est toujours parce qu'on m'en parle et que en fait on m'en parle beaucoup, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de superstar. Et bon en même temps c'est vrai que bon c'est intéressant ce qu'il dit mais j'ai l'impression que c'est pas non plus nouveau, ça correspond à ce qu'aurait pu dire Toro